je vous remercie d'être là. On va commencer sans tarder, puisqu'on est déjà en retard, la quatrième table ronde de ce colloque, qui sera consacrée, pour l'heure et demie qui vient, aux questions du corps et de l'expérience urbaine partagée. Je vais tout de suite donner la parole à Renata Naves et Julieta Leite pour qu'elles puissent faire leur intervention. Je me bornerai à faire les petites transitions d'un intervenant à l'autre. Et puis n'oubliez pas que nous devons consacrer quand même une bonne demi-heure à un dialogue avec les personnes qui sont dans la salle, les personnes qui sont à distance aussi. Donc je vous demande de respecter le plus possible les fameuses très courtes 8 minutes qui vous sont données à chacune et chacun. Et donc, Renata et Julieta, c'est à vous. Obrigada, bom dia. Merci beaucoup, bonjour à tous. Comme médiatrice de cette table ronde, c'est un travail que Renata a fait avec moi. Je la laisse présenter et je reste dans mon rôle de médiatrice. Bonjour tout le monde. Comme l'a dit Juliette, c'est un projet en commun où j'ai été l'autrice principale dans le sens de faire la présentation ici d'un fragment de mon projet de recherche. Et je vais chercher où je peux partager l'écran avec vous, en premier lieu. Juliette, au secours. J'arrive pas à trouver ça. C'est share screen? Oui, c'est ça. Isso mesmo. No canto inferior da sua tela, você deve Au ver côté compartilhar a gauche tela en ou bas, share on doit screen. pouvoir partager l'écran, share screen. C'est ça, dans les Na configurations? janela do Zoom. C'est sur la fenêtre Zoom, la barre d'outils de Aí Zoom. você vai selecionar o que você vai querer compartilhar depois. Il faut sélectionner ce qu'on veut partager également. D'accord, j'ai trouvé. Eita, gente, Fique peraí. atenta Je vous a demande exatamente pardon. o que você vai querer Il faut voir vraiment ce qu'on va vouloir partager pour A princípio, que na hora de você compartilhar, aparecerá normalement como ça va surgir justement au moment PDF, se é un PDF, un browser. document. Ouais. C'est un document en Acrobat, PDF, mais j'arrive pas à le voir. Alors je vais entrer par Google Chrome. Si tu veux que je fasse le partage d'écran, je vous demande pardon, d'accord, tout le monde? Envoie-le-moi par le Google. Voilà, je crois que c'est plus facile d'envoyer par Google. Et pendant ce temps, je crois que vous pouvez commencer à vous entraîner les autres pour faire le partage d'écran et voir comment ça marche. Je vais voir si j'y parviens également. Ça ne permet de le faire que si c'est par Google Drive. Je suis en train d'envoyer par courriel. Il faudra que je fasse le téléchargement, mais ça ne marche pas. On peut également passer la parole à quelqu'un d'autre s'ils ont déjà leur matériel prêt. Comme ça, on ne va pas s'attarder trop. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Oui, ça me semble une bonne idée. Je vais demander à Alfonso Pinto On s'organise. de venir. Donc on vous laisse trouver une solution de votre côté.
Et Alfonso Pinto va Obrigada. prononcer son intervention qui porte sur l'imaginaire urbain de l'anthropophagie. Il faut juste que je branche, parce que sinon je vais rester là. Ça, c'est le poste qui gère la visio. En fait. Il faut que tu te mettes sur ce poste-là. En fait. Là? Oui. Non, je veux juste à lire. Ah, t'as dit, pardon. Pas d'image. Juste, non, non, je veux pas d'image. 8 minutes, peut-être 7. Du coup, pour Ah essayer bah. de rattraper le... Alors, ça. Alors, merci à tous. Je vais commencer ces défis de tenir à 8 minutes. Donc, comme l'a dit les titres, je vais m'occuper de l'imaginaire urbain dans un filon cinématographique assez particulier, qui est celui des zombies, mais en particulier celui qui a été mis en image et en fiction par George Romero. Donc on est en 1968 et il y a un film à petit budget qui fait sa parution dans les écrans, qui s'appelle La nuit des morts vivants, qui imagine une sorte d'épidémie qui fait ressusciter d'une certaine manière les cadavres en les transformant en des créatures dont la seule raison d'être est l'anthropophagie. Donc un petit groupe d'hommes et femmes se retrouve coincés dans une petite maison de campagne qui bientôt se trouve assiégée par ces créatures, par ces monstres. Tandis qu'on apprend par le dispositif cinématographique que le phénomène intervient en paix dans tous les États-Unis. Donc malgré un caractère assez amateur, malgré des moyens très très limités, le film a beaucoup de succès et consacre un peu les réalisateurs Romero, qui commence une véritable saga qui s'est poursuivie jusqu'à sa mort dans les années 2000. Donc suivra en 1978 Dawn of the Dead, ou Zombie en français. Cette fois, en plein milieu de l'épidémie, un groupe de survivants trouve refuge dans un grand centre commercial qui lui aussi sera mis en siège par les zombies. 1985, l'Amérique de Reagan, Day of the Dead, ou Le jour de mort, qui nous montre une Amérique désormais pratiquement dévastée par cette épidémie. Les zombies sont les nouveaux maîtres du territoire et un groupe mixte des militaires et des civils survivants trouve refuge dans un abri souterrain. En 2004, le dernier chapitre, bon après il y a des ouvrages mineurs mais on n'en parlera pas, en 2004 on assiste à ce que moi je définis comme le spatial turn de Romero, parce qu'après la nuit, le jour et l'aube, on passe à la terre, donc avec les territoires de mort, Land of the Dead. Cette fois, on est vraiment dans une dimension presque post-apocalyptique où le monde entier est dominé par les zombies et les humains se trouvent contraints à se réfugier dans une sorte de citadelle sécurisée. On le verra dans les détails. Or, quelles sont rapidement les raisons de ces succès et surtout où réside l'importance d'une lecture strictement socio-spatiale de cette cinématographie? Alors, premièrement, pour comprendre, il faut partir du principe que Romero arrive à faire une opération très intéressante de transformation culturelle. À la base, les zombies, effectivement, est une créature qui vient de la culture haïtienne du vaudou. Il s'agit d'un être humain auquel on a volé l'âme à travers une sorcellerie. Cette culture-là dérive d'une contamination entre l'héritage africain et la nouvelle condition des esclaves à Haïti. Donc la condition d'un humain qui est privé de son âme, sa volonté, qui est soumis au contrôle d'un sorcier, rappelle métaphoriquement la condition de l'esclavage. Donc Romero, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, si vous voulez, à séculariser cette mythologie. Il occidentalise. Les zombies romériens, en fait, n'est plus du tout le résultat d'une pratique magique, surnaturelle, mais au contraire, c'est la victime d'un agent pathogène, peut-être un virus. De ces points de vue, en fait, on n'arrive jamais vraiment à donner des explications, mais on reste quand même dans une vision un peu matérialiste. Très important, Romero fait abandonner aux zombies sa dimension individuelle pour les plonger dans une dimension collective, en exprimant, si vous voulez, une condition sociale. Comme l'affirment entre autres Béton et Colson, Romero a su proposer une réinterprétation du zombie en sublimant leur dimension sociale. Donc, ce qui a fait peut-être le succès, c'est, si vous voulez, la forte polysémie de cette créature qui s'est prête à être interprétée, à pouvoir se référer à différentes conditions de l'homme moderne. Donc, tout d'abord, l'absence de conscience d'individualité, de rationalité qui renvoie
tout de suite à l'aliénation consumériste, qui est scellée notamment par cette unique pulsion qui fait bouger ces monstres, qui est celui de l'anthropophagie. Ensuite, son côté collectif, la masse, la meute violente, qui pourrait bien incarner différentes catégories sociales et politiques marginalisées, exclues et perçues comme dangereuses, notamment dans la culture nord-américaine. Pauvres, immigrés, des sujets marginalisés mais potentiellement révolutionnaires. Donc Pascal Coutet, à ces points, affirme que les zombies constituent une représentation métaphorique des exclus du système. Pour eux, manger les vivants, c'est prendre leur revanche sur une société injuste. Donc, venons rapidement, pour essayer de rester dans les temps, à cette lecture socio-spatiale qui traverse toute cette tétralogie. Les territoires des zombies et l'urbain, qui cesse de devenir l'espace humain par excellence. Tous les films se déroulent dans des espaces urbains et périurbains, et tous se livrent à une séparation nette entre les espaces ouverts, libres, ouverts, qui sont ceux des zombies, et les refuges, donc des espaces clos fermés où les humains sont contraints de se réfugier. De ce point de vue, toute la tétralogie suit une sorte de climax. Le premier film, on l'a dit, se déroule dans une maison du périurbain. Les dedans, il y a les humains, l'extérieur, ce sont les zombies. C'est une forme embryonnaire. Déjà, dans le deuxième film, on a les centres commerciaux, les malls, qui deviennent le refuge et qui bientôt est assiégé par les zombies. Là encore, une métaphore extrêmement puissante de la société de consommation. Ensuite, le troisième chapitre, c'est sous-sol, une base militaire. Donc, les humains ont même quitté la surface de la planète, tandis que les monstres, désormais, sont les nouveaux maîtres. Et enfin, le quatrième chapitre, qui est peut-être celui de la maturité, Pascal Coutet définit ces films comme une importante fresque concernant l'architecture sociale de la métropole moderne. En effet, c'est ici que l'on voit finalement revenir à un élément qui figurait un peu moins dans le reste de la tétralogie, c'est la fragmentation des espaces humains. Donc si d'un côté, tous les espaces traversés par les zombies sont caractérisés par l'homogénéité, au contraire, les espaces de refuge, les nouveaux éléments de l'humain, sont tout le temps partagés en différents sous-espaces qui ne sont rien d'autre que la spatialisation de l'individualisme et des luttes intestines pour le contrôle. Donc, dans la maison du premier film, le rez-de-chaussée et les sous-sols abritent deux groupes qui bientôt rentrent en conflit. Pareil pour ce qui concerne les centres commerciaux du deuxième chapitre. Au final, ce ne sont pas les zombies qui arrivent à violer cet espace, mais c'est un contraste entre un groupe de pilleurs qui va rentrer et les gens qui sont à l'intérieur qui fait en sorte que cet espace sera violé. Dans le troisième chapitre, la base souterraine, ce sont les civils et les militaires qui rentrent en conflit. La lecture la plus intéressante est celle du quatrième film. Le quatrième film se déroule dans le downtown de la ville de Pittsburgh qui par contre, elle nous est représentée comme une sorte de régression urbaine au statut des citadelles médiévales. On a cet espace clos qui est partagé à son intérieur entre un downtown, une grande tour qui héberge les réfugiés les plus aisés, entre guillemets, qui profitent d'une vie plus ou moins aisée. Autour des murailles et autour de cette grande tour, on a au contraire les survivants les plus démunis qui souffrent de pénuries et des précarités et qui sont bien évidemment dans une espèce de conflit avec les humains riches. Et tout autour, il y a toujours les zombies. Or, dans tous les films, les monstres arriveront à violer les espaces humains. Et dans tous les films, l'invasion ne sera que le résultat des conflits internes qui secouent les survivants et qui les conduit inévitablement à la défaite. Il y a toujours une vague de pessimisme dans Romero, il n'y a jamais vraiment de happy end. Donc, il y aurait énormément beaucoup de choses à dire, mais j'essaye vraiment de faire face à ces grands challenges d'être synthétique. On va conclure, donc je vais essayer de conclure très rapidement en affirmant que les spatialités mises en scène par Romero sont toujours très cohérentes avec les caractères très politiques de son cinéma. Ces spatialités métaphorisent et ou symbolisent efficacement
toute une série des problématiques urbaines nord-américaines qui commencent à intéresser l'Amérique à partir des années 60 et 70. En particulier, nous avons des références directes aux gated communities, donc ensuite à la marginalisation ou la ghettoisation. On a des références énormes à des politiques sécuritaires, à la disparition des espaces publics, mais surtout à la ségrégation et à la fragmentation, c'est-à-dire deux éléments qui encore aujourd'hui, donc en plein essor des craintes environnementales de l'Anthropocène, proposent un modèle urbain qui est axé sur la décomposition, sur l'affaiblissement du partage et sur l'affaiblissement de l'espace libre et public. Je ne sais pas si j'ai réussi à tenir 7-8 minutes, je ne suis pas compté. Mais bon, je vous remercie en tout cas. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, attention. C'est bon? Oui. Merci à Alfonso pour cet exposé. Est-ce que nos amis brésiliens ont trouvé le moyen de partager le document? Je m'adresse à Renata et Julieta. Apparemment, ça doit être... J'ai l'impression que c'est bon, oui. Ouais, vous arrivez à le voir? Oui. Voilà. Sim, tá sim, Julieta. Bon, ça marche et vous... Oui, c'est bon. Nous voyons. Ça bouge ouais. aussi? Ouais. La suite, ça marche. Oui. Quand je passe comme ça. Ouais, d'accord. Vas-y, Renata. Tu me diz quando quiser que eu passe. Certo. Bom dia novamente. Bonjour, rebonjour même. Merci pour votre compréhension. La technologie maintenant a décidé de nous aider, de jouer dans notre équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet que nous allons vous présenter maintenant est un extrait d'une recherche qui a été réalisée en tant que mon projet de recherche de master. Nous avons intitulé ce projet « Marcher ensemble dans la ville, du corps à l'art ». Nous allons vous présenter un petit peu les processus, les procédés méthodologiques qui ont été adoptés pour notre recherche. Ce que nous allons aborder maintenant, ce sont principalement des pratiques artistiques qui se produisent dans l'espace public de la ville de Recife, qui est une ville dans le nord-est du Brésil. Les pratiques se sont produites principalement dans le centre-ville. Ici, vous voyez que les procédés méthodologiques ont été véritablement une clé d'articulation d'éléments centraux de notre recherche. Donc, en premier lieu, nous avions le corps comme étant une chose plutôt qu'on voulait découvrir et reconnaître. Nous voulions également reconnaître la ville de Recife et nous avons réussi à associer ça à la question de l'art et de la ville. Et nous avons pu associer tout cela dans le cadre d'une recherche. Ça a été l'expérimentation à travers l'art qui a lieu dans la ville et qui est perçu par le corps. Les objectifs de notre recherche et la méthodologie que nous avons adoptée se sont appuyés sur 4 piliers. L'identification du corps mise en évidence dans le cadre de l'action, la reconnaissance des structures qui nous permettent de mieux comprendre le contexte urbain et social, l'identification des opérations adoptées par chaque artiste et la compréhension de la performance du corps et les caractéristiques du corps, tant le corps symbolique que le corps physique, comme une manière d'apparaître et donc de gagner de la visibilité dans l'espace urbain. Certaines questions ont été proposées à travers les pratiques d'expérimentation et les découvertes. Par exemple, comment l'action performative forme et d'où vient-elle? Quels sont ces corps? Quels sont ces supports matériels? Quel est le langage utilisé pour critiquer certaines questions à partir de cette pratique artistique? Quels sont les moyens de représentation
qui rendent possible cette pratique artistique. Je vais vous présenter de façon chronologique maintenant 2 actions artistiques que j'ai découvertes, qui ont eu lieu dans les années en 2009, de 2009 à 2012, dans la ville de Recife. Ça, c'est par exemple une performance où l'artiste se fait passer pour un guide touristique et au fur et à mesure qu'il se balade sur la rivière, il critique la spéculation immobilière de la ville, le manque de logements sociaux. Prochain slide. Voilà. Ah, tu peux passer. Non, j'ai pris un peu de temps parce que j'aime tellement cette image. Alors ça, c'est la deuxième action qui s'appelle le soulèvement de l'artiste Jonatas de Andrade. Il a créé une course de carrosses. Et puisque ces gens-là, des calèches en fait, pardon, des courses de calèches, et les conducteurs de calèches avaient été interdits dans la ville et ils s'étaient manifestés, ils avaient protesté en traversant la ville afin de revendiquer leur liberté de travailler. Voilà, une photo. Ce sont des calèches. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les pratiques que j'ai découvertes à partir de mon expérience, à partir de mon corps, en marchant dans la ville de Recife. Donc, il y a ces affiches de l'artiste urbain Tassio Russo. Et le prochain, c'est une affiche de Philippe Gonding, également artiste, qui propose cela comme une manière de protester contre, de créer un espace de protestation dans l'art. Cette prochaine image, ce sont des performances, elles représentent des performances qui soulèvent des questions liées à la mobilité urbaine. C'est une action organisée par l'artiste Elilson, qui est un artiste de l'État de Pernambouc, dont la capitale est Recife. Ça, c'est une action donc, de la performance de mobilité urbaine, écriture du corps, où les gens ont collecté de l'eau dans la ville et l'ont rejetée dans la rivière. Ça, c'est une pratique artistique basée sur la danse, d'un collectif de danse qui s'appelle le groupe expérimental. Nous avions des écouteurs et nous écoutions donc des informations sur la ville avec de la musique, des musiques qui changeaient et nous vivions l'expérience de la ville à travers la danse. Ça, c'est une action qui a été proposée par un collectif de danse. C'est plus ou moins une performance aussi / art scénique qui s'appelle « Se tromper est urbain », l'erreur est urbaine, pardon, qui est une protestation contre les formes non officielles. C'est une protestation contre la brutalité que l'on vit dans la ville au quotidien. Ça, c'est ce sont d'autres images donc de la même activité. Donc, je vous parle un petit peu de la méthodologie de cette recherche, puisque nous considérons que c'est une des parties les plus pertinentes de l'ensemble des recherches comme un tout, comme étant une façon de regarder, de poser un regard critique sur la ville à partir d'un biais poétique et sensible. Et c'est également une manière d'adopter des méthodologies sensibles. Donc, une manière d'utiliser la méthodologie pour traverser la ville, pour en vivre l'expérience, la reconnaître petit à petit dans toute sa pluralité, tout en comprenant que les pratiques peuvent être des pratiques de revendication spéculatives et peuvent également activer certaines sensibilités et certaines expériences. Donc, c'est un petit peu ça. C'est de ça que je voulais vous parler. Merci beaucoup. Merci, Renata. Tu as bien respecté le temps. Merci. Est-ce que Julieta veut ajouter quelque chose? Não, no final a gente comenta. Vamos. Non, à la fin, peut-être on formulera quelques commentaires à la fin. D'accord, je pense oui, que bien ce qui est sûr. intéressant, c'est de regarder la table dans son ensemble, la table ronde dans son ensemble. Bien sûr. Je vais passer la parole à Florian Pella, qui doit être dans la salle chez nous. Voilà, je l'invite à venir prendre ma place, qui va nous parler de la ville de Grenoble, en France.
et des imaginaires urbains de cette ville. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je voulais juste vous préciser que j'ai commencé une thèse il y a 1 an à Grenoble, au sein de la ville de Grenoble. Donc mon terrain de recherche consiste en toute l'institution communale grenobloise ainsi que la commune. Alors dans le cadre de ce colloque, je voulais vous présenter une piste de réflexion à laquelle j'ai abouti à la fin de ma première année, donc ces jours-ci. Alors, cette piste de réflexion démarre avec un parti pris qui est le suivant. C'est que l'apparition des enjeux environnementaux dans le récit politique à Grenoble est le reflet d'un glissement de paradigme. Vous voulez que je le rapproche? D'accord. Ce glissement de paradigme s'appuie autant qu'il trouve sa source dans les imaginaires. À Grenoble, ce glissement s'observe quotidiennement dans un phénomène qui est le remplacement dans les pratiques politiques d'une rhétorique positiviste par une rhétorique pragmatique. Je m'explique. L'on passe alors d'une posture qui défend le progrès comme moyen pour atteindre un avenir meilleur vers une posture de l'innovation qui étymologiquement désigne le fait de revenir à, dans le sens de corriger une évolution. C'est là l'implication la plus importante de ce parti pris, car dans les pratiques institutionnelles, ce glissement produit un désenchantement de l'action politique où son pragmatisme devient une contrainte que l'on doit nécessairement imposer aux administrés grenoblois. Alors, partant de ce glissement, on constate un phénomène à Grenoble dans le choix politique d'élaborer un récit qui allie écologie et positivisme. Soit, depuis notre postulat, un paradoxe avec l'association d'une contrainte et d'un progrès. C'est de ce paradoxe que naît et se structure toute une série de discours, de pratiques que l'on peut observer au quotidien dans l'activité de l'institution communale. Il suffit pour cela d'écouter le récent débat de la primaire écologique pour entendre et comprendre cette posture revendiquée du maire grenoblois. Or, cette posture produit un décalage entre une stratégie politique appliquée au quotidien et les complexités des expériences habitantes. Nous avons donc ici un premier niveau de lecture sur ce que les imaginaires peuvent produire. Dans ce niveau de lecture, les imaginaires sont la substance qui alimente le choix de nos pratiques. Je vais cependant proposer un second niveau de lecture, indissociable du premier, qui est apparu au cours de cette année de réflexion. Il s'agit de l'appropriation dans les discours de l'imaginaire comme un concept collectif et commun. On peut ainsi fréquemment constater, notamment ces derniers jours, de l'utilisation fréquente du terme imaginaire. On l'a pu constater notamment dans l'allocution du président Macron à Marseille il y a quelques semaines. On l'entend également dans la bouche de la ministre Elisabeth Borne lorsqu'elle évoque le besoin de proposer un nouvel imaginaire dans la perspective des élections présidentielles. Mais on peut également l'entendre dans la bouche d'une professeure d'université grenobloise qui évoquait le manque d'un imaginaire à propos de la sobriété énergétique. Et les exemples sont quotidiens. Ce second niveau de lecture propose d'observer les imaginaires comme méthode utilisée notamment par les acteurs politiques grenoblois pour résorber ou contrecarrer le paradoxe
induit par cette écologie positive dont je vous parlais tout à l'heure. Nous nous retrouvons alors avec un imaginaire en tant que capacité intellectuelle qui offre la possibilité de faire advenir un paradoxe que l'on cherche à résoudre en utilisant l'imaginaire en tant que conscience collective. Malléabilité totale du concept. Cette ambiguïté, telle qu'il s'offre à l'observation à Grenoble, évoque deux choses. La première, c'est que les imaginaires, dans la pratique et dans la psychologie, sont deux choses distinctes, mais intriquées. De plus, bien qu'étant distincts, ces deux formes d'imaginaire se superposent dans l'expérience au quotidien. Pour les amateurs de physique quantique, intrication et superposition devront vous évoquer quelque chose. Un des événements intéressants de cette première année de réflexion, c'est l'influence de la révolution quantique dans les années 20 sur la façon de considérer aujourd'hui les imaginaires dans notre société. Pour rappel, la découverte des propriétés de l'infiniment petit au début du XXe siècle par des chercheurs tels que Niels Bohr, Einstein, Schrödinger ou Heisenberg ont remis en cause la façon dont les sciences percevaient les dynamiques physiques de notre univers. Une des principales percées de cette révolution quantique a été l'introduction de l'indéterminisme à une certaine étape de la mesure des phénomènes physiques. Ça a été un choc conceptuel, car cette science reposait jusqu'alors sur le principe d'universalité de lois immuables telles que la thermodynamique ou la gravitation. Là où ça commence à nous intéresser aujourd'hui, c'est que cette révolution quantique a une influence bien au-delà du seul milieu de la recherche physique. Notamment Gaston Bachelard et Henri Bergson ont tenté de retranscrire cette révolution dans le milieu des sciences humaines et sociales. On note la rédaction du Nouvel Esprit scientifique en 1934, puis de l'activité rationaliste de la physique contemporaine en 1954 concernant Gaston Bachelard, ainsi qu'un ouvrage de Bergson en 1934, La pensée et le mouvant. Je fais donc l'hypothèse que la notion d'imaginaire telle qu'elle est utilisée aujourd'hui est un héritage direct de cette remise en cause épistémologique qui a pris corps en sciences humaines et sociales du fait de la révolution quantique. Je fais également l'hypothèse que, à travers les imaginaires, s'offre un potentiel en termes de posture théorique et méthodologique dont l'indétermination est le pilier central. C'est la lecture que je porte notamment sur les travaux d'un confrère grenoblois, Olivier Soubeyran, à propos de l'improvisation dans les pratiques d'aménagement urbain. Il a sorti toute une série d'ouvrages qui prend exemple les travaux d'aménagement à Grenoble. Donc je terminerai juste pour dire que cette superposition de fonctions concernant les imaginaires offre un regard nouveau sur les situations du quotidien et plus particulièrement sur celles que l'on interprète aujourd'hui comme paradoxales. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Florian Pella. Je vais passer la parole à Yasmine El Ghanim Biera pour une intervention sur les questions artistiques qui permettent de penser et de problématiser le corps en situation dans l'espace urbain. Je ne sais pas si Yasmine nous entend. Et Patrick, Oui. juste pour te dire que peut-être tu as sauté Lige et Marie-Edouard, elles sont au début. Donc par la suite, peut-être, tu vois, dans la séquence là, numéro 3, je ne sais pas si tu fais oui, d'accord. experiência da pesquisa urbana. Oui, pardon, effectivement. Peut-être après. Oui, d'accord. Je n'avais pas vu l'interversion m'a induit en erreur. Oui, c'est ça. Donc oui, alors en fait, c'est effectivement, donc il faudrait
plutôt donner la parole à Maria Eduarda Queiroz. C'est bien ça? Oui, comme tu veux, si Oui, oui. Yasmine elle est prête, Oui, oui, après, donc on fait quand même. Ouais. je voulais juste savoir si elle pouvait nous Elles sont parler. là. Elles sont... Oui, Maria Eduarda e Lígia, vous êtes prêtes? Oi, sim, bom dia. Pronto. Bonjour, bon dia. Oui, c'est bon, Allez. nous sommes prêtes. Je suis prête. Parfait. À vous. Alors, nous allons vous présenter. Ligia, est-ce que tu peux partager ton écran? Boa tarde a todos. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maria Eduarda, je vais faire une présentation avec Ligia. Nous sommes toutes les deux architectes urbanistes et nous avons fait un master en planification urbaine à l'université de Pernambuco. Nous venons de Recife, la capitale de l'État de Pernambuco, dans le nord-est du Brésil. Notre travail parle de l'expérience de la recherche urbaine sensible, témoignage de 2 chercheuses sur le corps dans la recherche de terrain. C'est un exercice de réflexion sur le processus de construction par lequel nos corps sont passés durant les recherches de terrain, développées dans le cadre de notre master, de nos recherches de master, toutes les deux orientées par Julieta Leite, qui est l'une des modératrices de la table ronde aujourd'hui. Alors, les deux mémoires que nous avons écrits proposent un regard l'un sur l'autre, à partir d'un regard subjectif sur la ville, où le travail de l'ethnographie urbaine nous a permis de rechercher un accès à des connaissances du quotidien de ces espaces que nous étudions, en l'occurrence Ligia à travers la performance, la performativité dans le marché São José, et moi à travers la place de l'indépendance, qui est une place de la ville de Recife. Alors, comme je voudrais rappeler que ces 2 espaces publics se trouvent dans le centre de la ville de Recife. Nous allons vous parler un peu de ces éléments de contexte, mais comme nos 2 recherches étaient liées par ce regard un peu mutuel, disons, nous avions un peu des lacunes en termes du regard que nous pouvions porter sur nous-mêmes. Donc, nous avons réalisé cet exercice de déplacement de notre regard vers notre propre corps à partir d'une question qui dans ce contexte, était donc de l'approche subjective de la ville. Donc, en plus de toutes ces imbrications méthodologiques que la recherche qui caractérise notre projet de recherche, nous avons également comme point commun le choix de l'espace où nous avons réalisé notre recherche, c'est-à-dire dans le centre historique de la ville de Recife, dans 2 quartiers voisins, et qui constituent un même site historique, c'est-à-dire le site historique de Santo Antônio São José. Et nous voyons que c'est un endroit qui possède une accumulation de couches historiques, de temporalité, de diversité de sujets, et avec un grand sens culturel pour la ville. C'est une scène de manifestations politiques, artistiques et culturelles, mais par ailleurs, également un lieu qui est lié à l'imaginaire de la violence et de la fuite de la population. Et donc, si l'on étudie le centre historique de Recife, ou même si on a vécu un petit peu cet endroit, plus d'expérience dans cet endroit, nous percevons qu'il y a de la vraie vitalité dans cet endroit, et les gens qui y vivent au quotidien existent. Et c'est seulement qu'on les rend invisibles. Ce n'est pas que le centre est vide, c'est simplement que ceux qui l'utilisent, ceux qui vivent dans le centre, sont rendus invisibles. Et ça nous permet de revenir sur les différentes couches temporelles qui coexistent dans ce découpage très complexe de la ville, et avec beaucoup de restes, de réminiscences de l'époque coloniale qui marquent la formation ainsi que la contemporanéité de notre ville. Donc, dans ce contexte de la colonialité, nous, en tant que corps traversés par des contextes et des structures historiques et sociales, donc en tant que corps contextualisés, nos corps ont ces traits coloniaux. Et l'un de ces traits, c'est la réticence, la peur d'être dans la rue, car l'imaginaire qui a été construit, c'est celui d'une rue qui appartient aux hommes, qu'ils soient libres ou qu'ils soient esclaves. Et pour les femmes et pour les enfants, il resterait seulement les espaces domestiques.
Donc, j'ai choisi d'apporter cette image au sujet du Mercado São José qui vous montre les années 50-70, entre les années 50-70, qui montre bien combien c'était les hommes qui occupaient cet espace et combien aussi les Noirs étaient toujours une position servile encore. Et plus récemment, j'ai pris cette photo au début de mes recherches, donc du même endroit à peu près, et qui montre toujours un petit peu cette idée selon laquelle ce sont les hommes qui sont toujours majorité dans cet endroit. Et je crois que une caractéristique intéressante de cette photo, c'est justement qu'elle montre comment moi je pouvais me sentir dans cet espace au début de la recherche, c'est-à-dire avec une certaine distance, un peu peur et assez mal à l'aise en fait, parce que je me trouvais pour la première fois dans cet endroit, pas en tant que passante, mais en tant que consommatrice, ni en tant que consommatrice, mais je me trouvais là parce qu'il fallait que je reste là et je devais m'ouvrir et éveiller mon affect aussi. Donc, cette disposition en termes d'affect nous a conduit à un processus de transformation des corps, ce que l'on appelle la construction des corps chercheuses, chercheurs, chercheuses. Et nous avons identifié 3 situations qui illustrent cette transformation. Dans un premier temps, c'est lorsque je suis arrivée sur la place de l'indépendance en tant que chercheuse. Je me sentais assez mal à l'aise aussi, assez dérangée parce que j'étais un corps intrus, bien qu'il s'agisse d'un espace que je connaisse, qu'un espace que je fréquentais quasiment au quotidien. Mais au début, la réponse de mon corps a été « ne reste pas ici ». Et j'ai commencé à déambuler un petit peu, à marcher un petit peu autour, et je suis restée simplement en tant que passante sur la place. Et à un moment, je suis resté un peu plus longtemps, mais j'étais assez contenu dans un certain retrait par rapport à cette action de rester sur place, mais ça a été un peu facilité par les interactions que j'ai commencé à avoir à travers les entretiens que j'ai commencé à réaliser. J'ai donc commencé à passer plus de temps au milieu de la place. Et dans un troisième temps, le fait de rester dans cet espace, cet espace que j'appelle un espace qui est devenu familier, c'est un espace où les gens se retrouvaient pour discuter, pour boire un café, fumer une cigarette, jouer au domino, jouer aux cartes. C'était un espace où les gens qui ont l'habitude de se retrouver ici sont des gens qui se connaissent déjà, qui interagissent au quotidien, généralement des retraités, des gens qui fréquentent la place depuis des années pour s'y retrouver, les vendeurs ambulants également, qui étaient toujours là, les propriétaires des petits commerces, les gens qui travaillent dans le quartier, tout ça. Et donc cette familiarité de l'espace avait comme support ces interactions de sociabilité. Et c'est dans cet espace de la place où je me sentais plus à l'aise, que mon corps s'est permis de rester sans être trop mal à l'aise. Et dans mon cas, ces espaces de familiarité apparaissent dans les images, puisque moi, je me sentais déjà plutôt à l'aise pour prendre des photos, utiliser un appareil photo. J'étais plus familiarisé avec la scène que je documentais, mais je voudrais rappeler que tout ça vient accompagné d'une question de genre très importante. Je me sentais plus à l'aise par rapport aux espaces qui sont habituellement... Je me sentais plus à l'aise dans les espaces habituellement occupés par les femmes. Et dans le cadre de ce processus, on commence à se rendre compte, à percevoir ce processus de construction du corps chercheur, qui est un processus de territorialisation, puisque notre territoire de subjectivité par rapport à ces espaces ont commencé à se consolider et ont commencé à donner forme à ce corps chercheur qui est traversé par plusieurs structures. Mais c'est-à-dire qu'on commence plus ou moins à faire partie du terrain de recherche, mais en fait, on devient un observateur qui porte une certaine puissance, disons, en soi, un certain potentiel. Il vous reste 1 minute. Et à la fin de ce processus, nous avons commencé à nous demander pourquoi est-ce que nous avons eu ce moment un peu de malaise, pourquoi on a eu besoin de ce moment pour trouver des mécanismes afin de pouvoir coopérer avec cet espace et de faire face à cet espace. Et donc, on revient à la question de la colonialité, puisque l'imaginaire qui imprègne cet espace imprègne aussi nos corps, et nos corps ont besoin de déconstruire certaines structures. Et dans cet espace où se rencontrent plusieurs temporalités,
ces questions sont mises en évidence. Et bien que nous ne les ayons pas abordées directement dans le cadre de nos mémoires de recherche, nos corps l'ont senti et les ont territorialisés d'une certaine manière. Voilà, c'est ce que nous voulions dire. Merci. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Julieta, si vous êtes d'accord, on peut passer la parole à Yasmine Elganim Vieira. Oui. Je ne sais pas si elle nous Allons-y. entend. Escuto. Yes, Já estou compartilhando a tela aqui, um momento. Ça va, je partage mon écran et j'arrive. Ça va, vous voyez ce que je suis en train de partager là? C'est très bien de notre côté. Bonjour. Bonjour. Je vais parler de praticité, d'imagination et d'espace urbain. Et j'ai l'intention de proposer dans cette convention, non pas une composition rigide ou une composition d'éléments, mais plutôt un espace qui, perceptivement, est informé par le corps qui l'habite. L'objectif est de clarifier un peu l'obscurité de la vie immédiate, fonctionnaliste et rapide des flux urbains dans les grandes villes. Et je crois que renforcer la relation entre les potentiels et l'imagination peut produire des chemins alternatifs, des espaces ouverts. Alors, je vais chercher à pénétrer la couche sensible de l'espace urbain, chercher une ville formée par le corps, par l'imagination, une ville sensible, construite par l'expérience. En d'autres mots, une ville du corps. À la lumière de la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty, dans laquelle, à travers la dimension de la profondeur, l'espace se forme incessamment et se révèle tout le temps au corps, la plasticité est une condition qui fait partie intégrante de la relation corps-espace. Le corps transforme la réalité spatiale et l'espace se voit plongé dans une opération toujours en constitution. En d'autres mots, le corps forme l'espace et l'espace est formé par le corps. Une relation plastique qui est aussi une relation réciproque qui exige une attitude du corps, car la plasticité se produit lorsque le corps est doté d'intentionnalité et engagé de façon perceptive dans l'espace. Quant à l'imagination, à mon sens, c'est une façon d'éprouver ou de vivre les choses et une façon de produire un récit singulier des images qui naissent de cette relation plastique entre le corps et la ville. Elle a le pouvoir d'unifier le sensible dans un nouveau sens, en élargissant les possibilités de sens ou de signification et en l'ouvrant d'autres façons de voir. L'imagination dilate ce qui est vu. Alors, je me propose de discuter comment potentialiser la plasticité entre le corps et la ville, la production des images résultant de cette rencontre. Pour faire cela, je crois qu'il est nécessaire d'engager, de réengager le corps pour que le corps forme et transforme l'espace urbain, qu'il soit conscient de cette plasticité que nous avons créée et qu'il en résulte une multiplicité d'images qui, grâce à l'imagination, puissent construire différents récits. L'art est présenté ici comme une façon de valoriser cette rencontre plastique entre le corps et la ville. L'œuvre de l'artiste américain contemporain Richard Serra est exemplaire pour l'œuvre sculpturale et plastique dans l'espace public. Serra fait fusionner sa sculpture avec l'espace de la ville, créant une relation d'indissociabilité et d'interférence. Il y a 3 conditions qui régissent son art et qui, pour moi, sont fondamentales pour comprendre comment il augmente le potentiel de la rencontre entre le corps et la ville et la production des images par l'imagination. Le premier, c'est le site spécifique, dans lequel l'œuvre doit être substantielle par rapport au contexte, non pas pour le redécorer, mais pour le redéfinir. La seconde condition concerne la structuration des espaces. En regardant le lieu, Serra structure et découvre différents espaces au sein des espaces publics. Et finalement, la perception synesthésique qui amène le spectateur dans la sculpture, intensifiant la condition du corps formant l'espace et l'engageant par le regard et le mouvement, ce qui lui procure une implication corporelle ou un mouvement corporel. La qualité narrative de l'œuvre
exige que la sculpture soit regardée, parcourue et ressentie par le corps. En bref, il fait que par le biais de la sculpture, les espaces se forment, se tordent et se déplacent avec le spectateur d'une façon synesthésique, impliquant le contexte urbain et l'architecture environnante et produisant différentes images de la ville pour la construction des récits. Dans son œuvre Rotary Arc à New York, Serra voit l'arc comme une forme dynamique et vivante dans laquelle l'emplacement définit à la fois une concavité et une convexité volumétrique qui forment deux volumes distincts. Le spectateur se déplace autour de l'œuvre à pied ou en voiture et voit l'espace culturel se fermer et s'ouvrir. La convexité et la concavité de l'arc ont été réduites et ensuite comprimées, superposées et allongées. Et la succession abrupte et continue des perceptions est devenue hautement transitive, ce qui donne lieu à une multiplicité d'images successives que le spectateur doit rassembler de façon imaginative. Dans une autre œuvre, qu'on a appelée Tilted Arc, il avait une remise en question de l'architecture banale de la Federal Plaza. La sculpture partageait également l'œuvre en deux espaces différents qui incluaient l'environnement et formaient des cadres différents. Dans Clara Clara, en 83, il a créé 3 espaces articulés avec la ville, 2 dans des parties concaves et un espace incliné entre les deux, comme si c'était un couloir. Il s'agissait de 3 formes qui intégraient l'espace sculptural de la ville. Il est important de souligner que ces sculptures sont présentées comme des sculptures ouvertes. Je les ai mises en évidence parce que pour moi, ce sont des exemples de sculptures qui pénètrent dans la ville et modifient les espaces et le cadrage d'une façon plastique. Mais il a également des structures fermées dans l'espace urbain, comme celle-ci, Terminal, qui est une sculpture, une enceinte fermée dans laquelle le spectateur peut entrer et qui est une autre relation, une autre expérience. Et je ne pense pas que ça donne la même expérience de plasticité que les autres. Et ce qui est unique, c'est la façon dont il parvient à faire prendre conscience de la plasticité entre le corps et l'espace. Serra travaille sur la révélation incessante de l'espace pour le spectateur. Il parvient à produire une succession abrupte d'espaces différents pour le spectateur pour qu'il les sente se former. Et il révèle encore de différentes manières au fur et à mesure que le spectateur les parcourt. Le spectateur est capable de former les sculptures de différentes manières, ce qui le maintient impliqué. C'est comme si Serra coupait le flux de la révélation pour produire des relations et des images différentes, comme dans la coupure cinématographique dans 2 cadres où l'interruption produit des milliers d'images et qui engage le spectateur à assembler, à former son propre récit. Rendre l'architecte et l'urbaniste sensibles aux sensibles est une tâche idéaliste plus urgente. Et rapprocher avec l'art est une contamination critique parce que ça montre que la discipline de l'architecture et de l'urbanisme en tant que production d'espace peuvent être pensées d'une façon non technique ou fonctionnaliste. Donc, il est nécessaire de discuter, rediscuter les conditions de possibilité d'une approche du corps dans les questions spatiales urbaines. Merci. Urbaine, pardon. Merci beaucoup, Yasmine. Je vois qu'il y a des applaudissements qui s'esquissent. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Est-ce que Alain Chenevès peut venir nous rejoindre pour parler des conflits entre les imaginaires urbains, je dirais plutôt consuméristes, et d'autres imaginaires urbains ancrés dans l'activité des humains, dans leurs interactions au quotidien, et dans une perspective d'émancipation, si j'ai bien compris. Je vais le faire encore un peu autrement. Bon. Bonjour à tous, bonjour au Brésil. Alors je vais parler effectivement d'éléments qui sont principalement des observations réalisées, en tout cas en France, et pas au Brésil, hein, mais il y a des résonances et des consonances qui pourraient être intéressants à évoquer. Moi, je travaille depuis de nombreuses années sur des questions plutôt patrimoniales, et plutôt sur leurs imaginaires, je dirais, mais aussi en résonance avec la ville.
Alors, pas uniquement sur, je dirais, sur des formes monumentales et matérielles, mais aussi sur des formes plus ordinaires, pour m'interroger comment les gens, comment les individus, je dirais, prennent soin des choses dans l'espace urbain ou pas, comment ils s'intéressent finalement à leur rue, à leur quartier, à leur ville. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas uniquement, je dirais, porté ou lié, c'est souvent le cas, mais à certaines catégories sociales plutôt aisées ou des catégories ethniques souvent, mais ça peut toucher, je dirais, des objets moins qualifiés. On pourrait peut-être voir la première image, si c'est ça, des objets moins qualifiés. Ça n'avance pas, qui sont notamment, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la manière dont on pouvait mettre en valeur, valoriser des quartiers d'habitat sociaux. Là, en l'occurrence, il y a une photo de l'expérience du musée urbain Tony Garnier à Lyon, qui est très connu, les étoiles de Renaudie. Il y a l'unité d'habitation de Firminy-Vert à côté de Saint-Étienne. Enfin, tous des exemples qui nous soulignent que l'on peut, je dirais, valoriser, préserver, éventuellement transmettre des éléments sur d'autres valeurs que les beaux-arts. Alors, soit par, je dirais, désignation extérieure ou même appropriation d'habitants, c'est une des manières, je dirais, de singulariser un quartier de vie, en tout cas un espace populaire, de donner de l'atmosphère, une ambiance nouvelle, avec des peintures murales ou des actions culturelles. Des projets qui ont souvent été liés je dirais, à une forme de démocratie culturelle, une démocratie patrimoniale au sens premier du terme. Alors, j'ai aussi observé, je dirais qu'il était difficile pour ces expériences de se pérenniser, qu'il était difficile de créer et surtout de transmettre des formes patrimoniales populaires. Alors, pour comprendre cela, on pourrait effectivement aller du côté, ce qui est un peu différent avec le Brésil, du côté je dirais des politiques culturelles, pour aller du côté voir qu'on est quand même dans un univers en France où les politiques culturelles favorisent plutôt, je dirais les objets un peu d'élite, en tout cas reliés à une perspective de démocratisation culturelle. Mais je dirais il faut aussi, pour comprendre les difficultés de ces expériences véritablement populaires à se pérenniser, que depuis, je dirais, en tout cas en France, depuis une trentaine d'années, maintenant, les élus, les élites urbaines se sont emparés d'une rhétorique culturelle et patrimoniale. Là, on l'a vu juste avant, en quelque sorte, avec David Serra à Recife. Et puis on a vu une image de Paris, où on commence à voir effectivement de l'art contemporain dans l'espace urbain, etc. Sont emparés, je dirais, de toute cette rhétorique, je dirais, de la conservation, de la culture, pour favoriser des imaginaires positifs d'une ville principalement attractive, inclusive, intelligente. On a tous les termes. Là, on pourrait voir après effectivement une spectacularisation, je dirais, du patrimoine. Là, ça c'est la fête des Lumières. Là, c'est le Pont du Gard. Voilà, la culture et le patrimoine et ces imaginaires sont vus, je dirais, qu'on pourrait citer le livre de Boltanski et Esker sur l'économie de l'enrichissement, où justement il montre bien comment la culture et le patrimoine sont devenus, je dirais, des ressources portées par l'univers politique et les effets communicationnels, je dirais, ou les effets relationnels sont importants puisqu'ils influencent beaucoup, je dirais, aujourd'hui les formes de mémoire locale. Dans cette perspective, je dirais, c'est plus la mémoire locale qui produit le patrimoine, mais presque l'inverse. C'est presque, voilà, c'est le patrimoine porté par l'univers politique et les élites urbaines dans une perspective, je dirais, principalement d'attractivité économique, mais aussi touristique, mais aussi effectivement pour pallier à des phénomènes parfois de désindustrialisation. On voit ces phénomènes-là se développer aussi d'une certaine manière pour essayer de tenter de résister aux phénomènes de déprise des plus petites villes, voilà, pour tenter en tout cas de retrouver finalement des formes positives de développement
quand l'univers productif n'arrive plus finalement à créer des conditions du vivre ensemble, on tente, en quelque sorte, hein, ça je résume assez vite, avec la culture et le patrimoine, de retrouver avec ces imaginaires finalement des espaces, des représentations qui permettraient, en tout cas dans l'idée d'un certain nombre de décideurs politiques et des élites urbaines, qui permettraient finalement de dépasser les phénomènes de désindustrialisation, mais aussi les processus de ségrégation urbaine, les inégalités, un certain nombre de choses. Mais ce processus, qu'on observe depuis une trentaine d'années, a plutôt tendance à invisibiliser, je dirais, les expériences alternatives qui ne rentrent pas dans le récit de la ville attractive. Hein. Le patrimoine et ses imaginaires servent désormais à rentabiliser en partie la rente foncière. Il s'agit donc de réenchanter la ville pour tenter de créer une ville contemporaine dans laquelle, effectivement, on a envie d'aller habiter, on a envie de retrouver des espaces de convivialité. Mais je dirais aussi, pour citer un autre livre que Boltanski, Eva Elious, quand je dirais presque le patrimoine des imaginaires, je dirais d'urbanité retrouvée et d'authenticité, qui deviennent presque des marchandises émotionnelles, hein, comme le dirait donc Eva Elious, afin de répondre, je dirais, à une société pulvérisée où chacun se voit désormais de plus en plus, non plus appartenant à des collectifs, mais comme une individualité à faire fructifier. Enfin, je veux dire, que ce soit dans le domaine affectif, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit dans le professionnel, les mémoires locales, je dirais, sont souvent remplacées par des imaginaires urbains, des élites urbaines et des élus, des urbanistes, etc. D'autant plus que le monde populaire, effectivement, n'intéresse plus beaucoup ces élites, hein, hormis, je dirais, sur la question aujourd'hui de la sécurité, de l'accompagnement social, mais on assiste effectivement à ce phénomène. Mais dans cet univers, je dirais, un peu non pas sombre, mais en tout cas qui montre bien qu'effectivement, à partir du moment où l'univers politique, je dirais, économique s'empare d'une rhétorique culturelle et patrimoniale, on voit bien comment ça invisibilise les expériences alternatives. On voit bien que petit à petit, avec évidemment la crise du Covid, mais c'est quelque chose qui remonte peut-être un peu avant, mais qui a été accéléré par ça. Je m'intéresse de plus en plus aux collectifs justement qui remettent un peu en cause l'état des choses. Hein, je travaille justement à Lyon ces derniers temps, dans l'ancien quartier industriel de Gerland, dans le sud de la ville de Lyon, sur des collectifs qui tentent de retrouver justement du lien social, de l'entraide, des formes de convivialité, d'urbanité autour des jardins. Hein. Et je dirais que la crise du Covid a été très structurante sur ce point. Elle a permis de donner, je dirais, dans ce quartier-là, l'impulsion à certains groupes de se retrouver en bas des immeubles, de retrouver le sens du collectif autour de l'échange de graines, mais pas seulement, c'est-à-dire du jardinage, mais aussi des moments de convivialité, voire même de devenir des éléments de pression sur la municipalité pour demander de rénover un parc public. Hein, ça va avoir des effets très concrets. Ils ont monté une association et la ville de Lyon va investir 75 000 euros pour rénover un parc qui était complètement oublié. Sans cette association, il n'y aurait rien eu. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir sur quoi ils se reposent, pourquoi ils le font, en quoi ça génère de nouvelles formes, je dirais, d'appropriation de l'espace, etc. Mais des questions se posent, évidemment, sur la composition sociale des individus, qui s'investit. Alors souvent, ils sont issus, évidemment, je dirais encore une fois, des classes moyennes. Hein. La question aussi de la pérennité de telles expériences, c'est-à-dire elles sont très labiles et incertaines. Ce sont des collectifs éphémères, dans lesquels, effectivement, souvent, chacun se vit, je dirais, comme une individualité. Voilà, là, on voit quelques images. Alors, j'ai pas mis d'image, effectivement. Il y a un site Internet, hein. Il y a un site Internet qui s'appelle Les Compagnons des Pavillons,
que vous trouverez très facilement en tapant les compagnons des pavillons. Vous voyez, ils jardinent, ils se retrouvent. C'est environ une centaine de personnes. Hein. Il y a plusieurs collectifs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, je parle d'une urbanité fictionnelle parce que il y a beaucoup de problèmes aussi liés au pouvoir, quoi, hein, qui reviennent très vite. Il y a beaucoup de soucis liés aux relations entre les gens. Et on voit bien comment, en permanence, les collectifs se reconstituent avec des collectifs plus petits. Il y a des tensions, il y a tous les collectifs qui, évidemment, veulent travailler sur des rapports de pouvoir assez apaisés, des choses un peu nouvelles, originales, et pourtant on voit bien ce qui se développe à l'intérieur est assez classique au niveau des enjeux de pouvoir. Et tout ceci est intéressant à étudier, de voir effectivement comment aujourd'hui ces collectifs qui se reconstituent, alors souvent issus des classes moyennes évidemment, sont en permanence au gré des interactions et des rencontres, finalement en train de se reconstituer sur de nouveaux collectifs. Voilà. En tout cas, ce sont des faits sociaux intéressants à étudier, mais qui n'empêchent pas, effectivement, les mêmes personnes de continuer à souhaiter s'installer dans le périurbain à la recherche, je dirais, d'autres imaginaires. Hein. Évidemment, on voit bien qu'ils continuent à rêver d'un ailleurs, mais ce qui est touristique, et je terminerai là-dessus, évidemment, il faut vraiment travailler sur les imaginaires dans ce point de vue-là, parce que c'est vraiment, je dirais, ce qui fabrique et structure les comportements et les choix dans les manières d'habiter. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alain. Je vous propose maintenant d'écouter Raphaël Murolo, Giancarlo Machado et Murilo Romao pour une intervention sur le skate dans l'espace urbain, pas tant comme pratique sportive que comme action artistique et politique. Est-ce que vous nous entendez? Bom dia. Bonjour. Bonjour. Apresentação. Só um instante. Je vais faire ma présentation. Donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Bonjour. Cette présentation s'appelle « Vive le Vale » entre résistance et médiation en faveur de la pratique du skate de rue à São Paulo. C'est une réflexion initiale sur une forme d'activisme qui revendique les conditions matérielles d'un espace public à São Paulo. C'est le fruit d'un partenariat entre Murilo Romão, skater professionnel et leader du collectif Flanets, Raphaël Murolo, architecte, urbaniste et chercheur, et moi, Giancarlo Machado, anthropologue et professeur universitaire. Le Vale do Anhangabaú est l'un des espaces publics les plus expressifs et disputés du centre métropolitain de São Paulo, qui est entouré de bâtiments historiques, proches d'endroits très importants, fondateurs et symboliques de la ville, et cet endroit, en fonction de sa taille et de son caractère central, a été au cœur de diverses stratégies politico-urbanistiques depuis la fin du XIXe siècle. Les interventions de différentes tailles ont impacté sa forme, ainsi que ses possibilités d'usage au quotidien, ainsi que ses significations. À peu près 25 ans après sa dernière grande transformation, grande rénovation, il y a un écho terrible, je suis désolé, a été annoncée une nouvelle intervention significative pour l'endroit. Après plusieurs dizaines d'années de résignation politique et économique, une reprise des investissements publics a eu lieu pour le centre métropolitain de São Paulo, notamment à travers la mise en place de partenariats publics-privés, quelque chose qui est récurrent depuis plusieurs mandats à la mairie de São Paulo. C'est dans ces circonstances que s'insère une nouvelle réforme pour le Vale do Anhangabaú, une mesure stratégique qui, bien qu'elle ne soit pas inédite, reflète les efforts pour récupérer, pour réformer et lancer relancer une ancienne centralité qui avait été perdue au
cours des dernières années. Les détails officiels du récent projet de transformation de cet espace ont été très diffusés par différents secteurs de la mairie de São Paulo. Et c'est quelque chose qui réveille l'attention, quelque chose qui attire notre attention fortement, c'est la promotion d'un discours qui évoque moins les prétentions d'agenda économique néolibéral attendu plutôt que la réforme du quartier et des impacts socioculturels. L'architecte danois Jan Gehl a été responsable des grandes directions du projet, ainsi que certains professionnels de son bureau, de son agence. Il a donc élaboré la méthodologie d'études préliminaires réalisées dans la capitale de São Paulo et qui ont guidé ensuite la fabrication d'un consensus autour de ce qui est ensuite devenu réputé par le pouvoir public comme étant une, en portugais, traduction littérale, requalification du Vale do Anhangabaú. Bien qu'il s'agisse d'un projet centralisé sur l'échelle humaine, et malgré la préoccupation autour de la possibilité de créer un lieu qui soit fréquenté par la population, la reconstruction du nouveau Vale do Anhangabaú a été très critiquée par des mouvements sociaux, des chercheurs et d'autres citoyens. Beaucoup de ces critiques dénonçaient l'ouverture limitée de ce projet par rapport aux populations dites vulnérables, c'est-à-dire les SDF qui occupent le centre de la ville, en plus du potentiel de gentrification de cette intervention qui éloignera certainement la présence de certains citoyens comme étant considérés, entre guillemets, indésirables. Tout cela dans le but de favoriser surtout des logiques de consommation dans les établissements et les équipements locaux qui ont été disposés dans ce quartier par l'initiative privée. Face à ces possibles restrictions et face à la perspective de démolition d'équipements cruciaux pour les rencontres, des lieux de sociabilité et des divers usages du Vale do Anhangabaú, les skateurs, qui, en tant que l'un des principaux usagers de l'endroit, et ce depuis le début des années 90, se sont mobilisés afin de garantir, d'assurer la continuité de la pratique du skate dans cet espace si emblématique qu'est le Vale do Anhangabaú. Pour cette raison, ils ont organisé des protestations face à la mairie, ils ont créé des pétitions en ligne et ils ont produit des vidéos pour attirer l'attention du pouvoir public par rapport à leurs demandes. Mais cette mobilisation n'est pas parvenue à empêcher la destruction des équipements qui existaient, de différents équipements, notamment de marbre, qui étaient utilisés par les skaters et dont le nouveau projet s'est approprié et que le nouveau projet a resignifié après 30 ans d'usage. C'est dans ce contexte que les skaters ont créé le mouvement Salve o Vale, Sauver ou Vive le Vale, composé par Murilo Romão, skater professionnel et l'un des activistes, défenseurs de la pratique du skate. Salve o Vale, ce mouvement a donc été un mouvement de mobilisation qui a été créé pour inverser la destruction des équipements qui étaient utilisés par les skateurs, qui étaient des espèces de bancs de marbre. Le pouvoir public ne se rendait pas compte de la valeur sentimentale et de la tradition que cet endroit avait acquis pour la communauté des skateurs mondiale. Depuis 2019, beaucoup de changements se sont produits. Le lieu de la mémoire du skate, notre revendication a été considérée comme étant l'une des dernières à être prise en considération. Nous avons douté de notre puissance, de ce que nous pourrions faire. Nous discutions, nous rendions régulièrement sur place, nous discutions avec les ouvriers qui faisaient les travaux, ainsi qu'avec des chefs du secteur de l'urbanisme de la ville de São Paulo. Et c'est seulement maintenant, j'ai l'impression que je me suis rendu compte que ça a fonctionné. On a le mémorial du skate qui est présent comme quelque chose qui a préservé cette culture du skate et cette mémoire du skate. Et c'est comme ça que nous allons renforcer cette culture. Je viens de citer Rafael Murolo. Non, excusez-moi. Non, je viens de citer quelqu'un d'autre, pardon. Et je n'entends rien. Je pense que c'était Murilo Romão. Se puderem cortar os microfones, por gentileza. Désolé. Alors, pour Rafael Murolo, architecte urbaniste qui a été responsable de la médiation entre les skateurs et le pouvoir public, il considère que, face à l'impossibilité d'empêcher la continuité des travaux,
ainsi que l'impossibilité d'éviter la démolition des structures existantes, ce groupe mobilisé a réussi à conquérir la reformulation totale du projet qui a fini par inclure une piste de skate. Cette idée de piste de skate ne faisait pas partie de l'imaginaire du skate de rue de São Paulo et était complètement déconnectée de la signification que cet endroit avait pour la communauté. Rafael Murolo reconnaît donc l'importance de reconnaître l'imaginaire des skateurs de rue afin de moduler des interventions basées sur des logiques citadines et non sportives qui défendent le confinement spatial. Et selon lui, selon Rafael Murolo, le mémorial a été conçu comme une espèce de collage des principaux éléments skatables qui existaient jusqu'alors, qui ont été réarrangés dans un nouvel espace. Et les 5 principales structures de bancs ont été réunies et redessinées dans un nouveau format, constituant une espèce d'îlot de granit qui est utilisé par les skateurs. Donc, pour terminer cette présentation, j'aimerais problématiser en demandant dans quelle mesure le caractère concret des espaces publics produit des affects, crée des espaces qui donnent un support non seulement aux formes de sociabilité, mais aussi à la production de codes, de symboles, d'activisme et d'engagements divers qui garantissent la pratique, qui garantissent sa défense. Le skate, comme une pratique citadine qui implique des lectures particulières sur les paysages urbains, exprime des manières d'être dans la ville, potentialise des corporéités et établit des rapports avec la complexité de la vie urbaine et ses conflits inhérents. Et c'est pour cette raison que nous considérons que cette pratique du skate de rue, comme une pratique citadine, bouleverse certaines conceptions par rapport à la gestion des espaces urbains en tant que considérés comme des simples marchandises. Elle met en branle des visions, des biais purement techniques et questionne des décisions politiques en apportant une nouvelle contribution pour une ville plus démocratique dans sa dimension politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julieta, je crois que vous désiriez faire une synthèse ou rebondir sur certains des éléments. Je vous en prie. Bon, et nous avons passé déjà une vingtaine de minutes. Juste pour savoir combien de temps on pourrait avoir pour... On va demander à l'un des organisateurs, Michel. 10 minutes. Donc, matériellement, à quelle heure faudrait-il finir? 15 minutes en tout? Oui, 15 minutes, ça va. Vous avez 15 minutes? On a 15 minutes, nous dit-on dans la salle. D'accord. Bom, eu falo em português. Je vais donc parler en portugais. Je pense que la table ronde a une connexion, nous permet de voir des connexions importantes entre les différents exposés qui ont été faits, que ce soit autour de la question du corps et des expériences qui ont été partagées, mais ce que j'ai remarqué dans l'ensemble des interventions qui ont été faites, et notamment maintenant à l'écoute des dernières interventions, c'est un ensemble de réflexions sur l'élaboration, la manipulation et la circulation d'imaginaires dans la ville et principalement autour des espaces publics. Et des espaces publics dans leur connotation comme étant des espaces politiques, justement parce que certains des exposés apportent des réflexions sur le corps, qu'il s'agisse du corps du chercheur, de la chercheuse, le corps dans l'espace, l'agir corporel ainsi que l'art comme étant une clé de voûte critique de la production de l'espace, et avec notamment la dernière intervention de Giancarlo, la question du sport, ou plutôt la pratique sportive, mais plutôt comme une pratique citadine, et la subjectivité. C'est quelque chose qui nous renvoie à une articulation vers quelque chose de très contemporain dans la situation collective, tant en France qu'au Brésil, d'expression de formes de résistance. Donc l'espace public en tant qu'espace où l'on reconnaît au quotidien des formes de cohabitation ordinaire, presque autour de ce qui serait imperceptible à certaines échelles de la planification
et de la gestion des projets des espaces publics, mais qui alimente, en fin de compte, autour du corps, de l'art, de ces imaginaires, comme je l'ai dit, des formes sociales collectives. Ce sont des formes innovantes, parfois, qui recherchent des conceptions, des nouvelles conceptions d'habiter la ville, bien que, à certaines occasions, puissent être manipulées. C'est une autre thématique, la manipulation des imaginaires dans la production de discours et de gouvernance. Donc, pour revenir à la théorie de Bachelard, selon laquelle la théorie qu'il suggère autour de cet imaginaire spatial, nous pouvons identifier l'élaboration d'images poétiques dans une transsubjectivité des images et une certaine phénoménologie on voit comment naissent certaines images dans cet imaginaire. Si je pouvais peut-être même ici mentionner quelques questions, je parlerai à Florian en particulier, je dirais que vous avez parlé de façon très claire de cette production du discours politique qui traverse ce qu'a dit Alain, Alfonso aussi et Giancarlo, dans leur base théorique notamment. Et lorsque l'on voit l'imaginaire, qui consiste à voir l'imaginaire comme étant quelque chose qui permet de manipuler les questions du discours politique dans les activités, dans les stratégies collectives aujourd'hui. Je pense que c'est une question qui peut-être renvoie à ce qu'a dit Giancarlo sur les centralités, à ce qu'a dit Renata au sujet de l'art, Marie-Edouard et Ligia, cette question du regard sur l'autre qui est un regard sur soi. Donc peut-être de quelle manière est-ce que vous pouvez réfléchir avec nous pour essayer d'aller un petit peu au-delà de ce que vous nous avez déjà dit dans vos exposés. On peut identifier, voilà, si vous pouvez réfléchir un petit peu plus avec nous à cette articulation entre les imaginaires et les espaces. Parfois, les espaces sont des espaces de refuge et parfois, ce sont des espaces publics qui, à un certain moment donné, se superposent, s'imbriquent. C'est à la fois un espace public refuge et en même temps, à partir de et aussi à partir des appropriations que l'on peut développer de ces espaces. Je pense que j'ai plutôt proposé une ouverture, là, peut-être une connexion entre les différents exposés, voilà, pour proposer un petit dépassement, peut-être voilà. Merci Giulietta. Est-ce que dans la salle, certains veulent rebondir sur ce qui a été dit ou éventuellement poser des questions aux intervenants? Alors, pour les questions, je ne sais pas si la technique m'entend. Il faudrait peut-être avoir un micro dans la salle pour qu'on puisse... Ah, vous venez? D'accord, très bien. Oui, il faut parler là aussi. Je vais poser la question en portugais. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt partager une réflexion et vous écouter à propos. Me parece que il me semble que a maior parte dos trabalhos, la plupart des travaux présentés apontam caminho de imaginários urbanos montrent un chemin d'imaginaire urbain a partir de uma dimensão existencial, sensível, existentielle, sensible, enraizada na experiência dans l'expérience corporal, individual ou coletiva. Individuelle ou collective. No meu entendimento, isso se contrapõe a uma noção institucional une contrepartie à la notion institutionnelle que apresenta um imaginário urbano da cidade inteligente, abstrata, digital. Numérique. Eu gostaria de saber se vocês estão de acordo com essa perspectiva, que há um conflito nesse sentido, ou se vocês enxergam algumas possibilidades de apropriação dessa dimensão digital, web, l'internet, le web, por parte dessas expressões, digamos, contra-hegemônicas. Disons, contre-hégémoniques. Obrigado.
Merci. Est-ce que certains des intervenants du côté du Brésil veulent répondre ou d'autres personnes dans la salle? En fait, je serais tenté de rebondir sur ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a un troisième terme auquel vous avez peut-être pensé, mais que vous n'avez pas évoqué, qui est le fait que il me semble qu'une certaine partie des formes de vécu sensible, d'expérience de la ville qui se place sur le terrain du corps, des arts, de la culture, qui nous ont été présentées aujourd'hui, pourraient très bien aussi servir, non pas de résistance, mais d'aliment pour un capitalisme contemporain dont on sait qu'il fonctionne beaucoup sur l'esthétisation. Et je crois que là où on parle souvent de résistance, il me semble aussi qu'il faudrait voir le fait que ça puisse être complètement intégré, en fait, métabolisé à l'intérieur de ce capitalisme esthétique. Voilà, c'est... Oui. Oui, bonjour. Juste aussi pour peut-être rajouter une chose, mais poser une question. La plupart des interventions, effectivement, portaient sur un cheminement dans l'espace urbain et faisaient énormément référence à la question du corps politisé, du corps territorialisé. Personnellement, j'ai beaucoup pensé aussi à l'œuvre plastique de Lygia Clark, qui est une artiste brésilienne que vous devez bien connaître, évidemment. Et je me demandais s'il y avait des réminiscences dans vos travaux de son approche qui est complètement unique dans l'histoire des arts visuels et qui est à la fois ancrée dans une culture qui est allée prendre dans la culture occidentale, qui a ramené au Brésil et qui a développé un certain nombre de choses extrêmement importantes, et notamment sur la dimension du soin et du rapport au corps dans une dimension esthétisée, mais aussi thérapeutisée. Voilà, si je le dis assez rapidement pour voir si ça, pour vous, ça fait écho dans vos travaux. Merci. Je crois que c'est à nos amis brésiliens de répondre. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut dire quelque chose? Moi, j'aimerais bien faire un petit commentaire. En premier lieu, je veux remercier nos collègues de leurs commentaires et leurs réflexions, y compris nos collègues brésiliens. Et dans notre présentation, nous avons réfléchi sur comme les skates laissent des marques sur la ville et comme la ville également laisse marquer les skates dans la sociabilité, dans les expériences de corporéité. Et pour en rendre compte par les moyens ethnographiques, nous nous sommes inspirés sur l'ethnologue Michel Angier quand il parle de faire des villes avec les citadins pour les mouvements qui sont incités par les impacts causés par la gestion de la ville et qui sont menés par un appel de la ville comme un mythe perdu, un horizon qu'on ne peut pas atteindre. Donc, même si la ville de São Paulo est pleine de ségrégation, d'exclusion par cet impact de la production capitaliste de la ville, dans quelle mesure ces skatistes peuvent-ils potentialiser leur citoyenneté à part des logiques citadines dans ce processus d'appropriation des centralités? Cela révèle une utopie qui est chère aux droits de la ville, cette ville construite de façon permanente à partir des vécus quotidiens, des conflits, des socialisations, des logiques qui ne sont pas toujours les logiques officielles ou institutionnelles. Nous avons donc pensé à cette autre ville qui dispute avec d'autres modèles de ville ce jeu. Alors, à partir de ces mouvements des skatistes, surgit ce que nous avons réfléchi être une ville des pics, des sommets, une ville qui est classifiée par
par ces pratiquants du skate, quelque chose qui devient l'objet de manœuvres d'appropriation. Et par rapport à la question de l'expression numérique, nous pouvons considérer cela comme quelque chose qui augmente cet activisme par les skateurs. Et les skateurs l'utilisent de façon tactique pour tous les moyens en utilisant les dialogues qu'ils ont avec la municipalité pour parvenir à leurs objectifs. Merci beaucoup. Je suis obligé de regarder la montre et je crois qu'on va devoir clore la discussion et passer à la table ronde suivante. Donc, merci à tous les intervenants, toutes les intervenantes, ici à Saint-Étienne et chez vous au Brésil. Obrigada. Merci beaucoup.